Bien, et ben bonjour. Donc je remets encore un petit peu la webcam pour essayer de garder le contact. Et donc aujourd'hui on va continuer le chapitre sur la systématique animale en apprenant à construire des arbres. Donc c'est le chapitre numéro 2. Alors pour faire ce chapitre, alors je ne sais pas si vous avez une imprimante, mais vous avez un polycopier à trous à trouver sur eCampus. L'idéal, ce serait de l'imprimer et ensuite de compléter les trous comme on a l'habitude de faire en physiologie animale. Après, si jamais vous ne l'avez pas imprimé et vous ne pouvez pas l'imprimer, je vous l'ai mis en version ODT. Donc, il faudrait par exemple que vous regardiez le diaporama sur votre téléphone portable et que vous complétiez sur votre ordinateur le polycopier à trous. Sinon, si vraiment vous êtes en difficulté, je vous enverrai une version PDF. Alors après, pour compléter, c'est compliqué, mais normalement en ODT, vous devrez pouvoir l'ouvrir avec n'importe quel traitement de texte. Alors peut-être que la mise en page sera un petit peu compliquée. Donc pour ce diaporama, on va faire des petits exercices. Donc je vais vous demander de mettre vraiment la diapositive sur pause lorsque je vous demande, parce qu'après il faut faire les petits exercices et regarder la correction une fois que vous l'avez fait vous-même. En fait, ça sert à rien de faire la correction directement derrière, vous n'allez pas apprendre. Donc essayez de respecter en fait cette chronologie. Quand je vous dis de faire pause, en fait en TD ou en cours on aurait mis pause et je vous aurais laissé un petit peu de temps pour le faire. Donc là je vais pas prendre du temps sur les diaporamas pour le faire. Donc respectez ces consignes. Et si vous avez des questions, essayez de bien les noter sur une feuille à côté à chaque fois. Il ne faut pas hésiter. Donc là c'est quand même compliqué d'apprendre comme ça tout seul. Donc essayez de bien noter les questions que vous avez au fur et à mesure et j'y répondrai donc soit par mail, soit directement lorsqu'on se verra pour les voies de conférence. Voilà, je vous souhaite bon courage. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations dans le chapitre 1. C'était plus de l'histoire des sciences, alors vous pouvez vous trouver que c'est un peu déconnecté, mais ça permet quand même de pouvoir comprendre les arbres. Donc il y a juste le chapitre 1 résumé après à connaître. Donc je vous donnerai en fait le poster que j'ai réalisé manuel en papier, enfin du coup en document, pour que vous puissiez l'imprimer et que vous puissiez réviser à partir de ça. Ça fera quand même moins d'informations. Voilà, écoutez, à tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours par mail s'il y a des choses qui ne vont pas dans l'organisation. Dans ce chapitre, nous allons apprendre deux méthodes de classification des espèces, la classification phylogénétique et la classification phénétique. Donc, je vous ai rappelé la définition de la systématique, donc c'est la science de la classification du vivant si vous n'avez pas regardé le chapitre 1. Nous apprendrons dans ce chapitre notamment qu'en phylogénétique, les poissons n'existent pas. Donc en phylogénétique. Alors je vous rappelle qu'on va apprendre à classer des espèces ou des taxons d'ordre supérieur. Donc qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui sont interféconds. C'est la définition biologique de l'espèce. Donc dans ce chapitre, il y a plusieurs objectifs. Déjà, comprendre les arbres phylogénétiques et appliquer la méthode de construction de ces arbres. Ensuite, je vous donnerai un arbre à interpréter, et donc il faut savoir l'interpréter pour en déduire l'histoire évolutive des espèces, puisque je vous ai expliqué que grâce à Darwin, entre autres, on a pu finalement considérer que les arbres étaient un moyen de reconstruire l'histoire évolutive des êtres vivants. Ensuite, on apprendra à être critique face à des dénominations de taxons, notamment donc les poissons, vous verrez également les pachydermes. Ce sont des termes qui sont maintenant désuets. Et on va ensuite identifier notre méthode, qui est la méthode phénétique, et voir la différence entre la cladistique et la phénétique. Dans un premier temps, on va se focaliser donc sur la phylogénétique. Donc qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique? Un arbre phylogénétique, c'est un arbre donc schématique qui va montrer les relations de parenté entre les groupes d'êtres vivants. Et donc on va faire des groupes, et ces groupes, c'est ce qu'on appelle des taxons. Donc des taxons, c'est une entité d'êtres vivants, regroupés parce qu'ils possèdent des caractères en commun. Et pourquoi ils possèdent des caractères en commun? Parce qu'ils ont une parenté. Donc grâce à ces critères communs liés à leur ascendance commune, on va pouvoir les regrouper et former des taxons. Donc les premiers taxons qui avaient été présentés, c'était les rangs formels, mais ces regroupements n'étaient pas forcément basés sur une ascendance commune. Là, l'idée, c'est que les taxons, on va
donc regrouper les espèces de par leur ascendance commune, leur origine évolutive commune. C'est la grande nouveauté par rapport à Darwin. Donc dans cette classification phylogénétique, on remet en cause la classification généalogique, puisque la classification généalogique utilise notamment un critère qui était le critère d'absence-présence. Je vous renvoie au diaporama précédent. Ici, l'absence d'un caractère, par exemple, les invertébrés, dans la classification phylogénétique, ne va pas avoir de sens puisque on ne peut pas regrouper les espèces sur l'absence d'un caractère. Ça n'a pas de sens de regrouper des espèces sur l'absence de caractère en termes d'ascendance commune. Il y a plein de caractères que l'on ne possède pas. J'ai des milliards de caractères que je ne possède pas par rapport à d'autres espèces. Donc par contre, on peut vraiment identifier quels sont les caractères que l'on possède en commun avec une autre espèce. Et le principe de la phylogénétique, c'est pourquoi on les possède en commun avec cette autre espèce. C'est parce que on a un ancêtre commun qui nous a légué ce caractère et qui se retrouve du coup dans les deux espèces qui ont cette origine commune. Donc, regrouper des espèces sur la base d'une absence de caractère, en fait, n'a pas de sens phylogénétique, puisqu'on pourrait regrouper sur la base de milliers de caractères que l'on n'a pas. Par contre, les caractères que l'on a sont discrets, on peut quand même faire une liste concrète de tous les critères que l'on a, et on peut se dire que si on les partage avec d'autres espèces, eh ben, le postulat de base de la phylogénétique, c'est qu'ils ont été hérités d'un même ancêtre commun. L'autre point clé, c'est que l'on va remettre en cause le principe de saut adaptatif et de grade entre les espèces. Donc, dans la classification généalogique, on considérait qu'il y avait des espèces qui étaient plus évoluées que d'autres. Dans la classification phylogénétique, il n'y a plus cet a priori. Toutes les espèces sont autant évoluées les unes que les autres. Elles ont évolué depuis plus ou moins longtemps, mais elles sont autant adaptées à leur milieu de vie que n'importe quelle autre espèce. Donc, par exemple, avant, on faisait des groupes, notamment on isolait les oiseaux des reptiles. Alors maintenant, on sait que les oiseaux et les reptiles, en fait, il ne faut pas les isoler parce qu'ils ont un ancêtre commun, et donc ce serait comme si on isolait un descendant parce qu'il est plus évolué que les autres. Donc, par exemple, dans une fratrie, si je prends une analogie très simple, dans une fratrie, si vous avez un des fils qui devient président de la République alors que les autres ne le deviennent pas, bah on considérait qu'il n'appartient pas à la même famille parce qu'il est plus évolué, entre guillemets, si être président de la République serait une évolution. Donc ça, c'était quand même un postulat qui coupait les groupes de manière artificielle. Donc par exemple, les reptiles ont été séparés des oiseaux alors qu'en fait, ils font partie de la même famille. Pourquoi ? Parce que c'était un groupe qui n'avait pas fait le saut évolutif du vol. Donc, c'était encore considéré que toutes les espèces reptiles étaient moins évoluées que les oiseaux. De la même manière, on avait isolé les amphibiens des reptiles et des oiseaux. Or, en fait, on peut trouver aussi un ancêtre commun à toutes ces espèces et considérer qu'ils forment une seule et même famille. Alors, pourquoi on avait isolé les amphibiens des reptiles, des oiseaux ? Eh ben, c'était parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas fait le saut adaptatif de l'adaptation complète au milieu terrestre, puisqu'ils ont encore besoin du milieu aquatique pour leur reproduction. Donc maintenant, on sait que ensemble, avec les mammifères, ils forment le groupe de tétrapodes. Donc mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens forment ensemble le groupe des tétrapodes et que finalement, on peut considérer qu'ils sont autant évolués que les autres. Ensuite, dans la classification généalogique, on plaçait les fossiles souvent dans l'arbre au niveau des nœuds, en considérant par exemple que si on avait une espèce intermédiaire fossile, eh ben, on pouvait considérer que c'était peut-être l'ancêtre commun à deux groupes phylogénétiques auxquels elle ressemblait. Sauf qu'on n'a aucun moyen de démontrer que cette espèce fossile correspond vraiment à un ancêtre commun, c'est-à-dire à un stade qui était intermédiaire entre les deux, et qui était finalement une population ancestrale avant la séparation des deux espèces. Il n'y a aucun moyen de le dire. Donc maintenant, les fossiles, dans la classification phylogénétique, seront placés au sommet des arbres, comme n'importe quelle espèce actuelle. Simplement, on mettra une croix de mort pour dire que cette espèce a disparu. Donc, les fossiles ne sont pas les nœuds des arbres, ne sont pas des ancêtres communs. On ne peut pas le démontrer.
Pour les ancêtres communs, c'est-à-dire cette ascendance commune au niveau des nœuds, on peut juste reconstruire un portrait robot, c'est-à-dire dire qu'il avait les caractères qui sont partagés par les deux descendants. Puisque les deux descendants ont ces caractères, ça veut dire que l'ancêtre commun l'avait et leur a légué. C'est juste ce que l'on peut dire sur l'ancêtre commun. On ne peut pas prouver que c'est un fossile qui est au niveau de ce nœud, de cet ancêtre commun. Donc la classification généalogique utilisait aussi des critères comme le développement embryonnaire, la symétrie, la place du système nerveux. Alors certains de ces critères sont toujours utilisés, donc je vais revenir sur notamment ces critères parce qu'on va en avoir besoin pour apprendre à classer les êtres vivants. Alors, il y a deux grands groupes d'animaux, ce sont les protostomiens et les deutérostomiens. Donc au cours du développement embryonnaire, vous allez avoir formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va se segmenter pour former un agrégat de plusieurs cellules. Donc on va passer de l'état unicellulaire à l'état pluricellulaire. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'étape de la segmentation. Et puis si on fait une coupe en fait de cet embryon pluricellulaire, on va voir qu'en fait cet embryon il est creux, c'est-à-dire qu'il va avoir une couche, donc là on fait une coupe de la sphère, il va avoir une couche supérieure, donc ça c'est ce qu'on appelle le futur épiderme, la future peau, et il va y avoir une invagination vers l'intérieur du tube digestif. Donc ils ont la peau qui est collée au tube digestif. Je vous ai dit que c'était le stade diblastique. Donc on a une invagination vers l'intérieur de l'embryon, ce qui va délimiter un orifice. Donc je vous montrerai une petite vidéo à part si vous voulez. Donc cet orifice c'est ce qu'on appelle le blastopore. Et puis cette invagination elle va se prolonger vers l'avant ou l'arrière de l'embryon, dans l'axe comme ça. Et du coup, ça va permettre de créer un nouvel orifice de l'autre côté. Et donc, vous voyez, à la fin, on a notre tube digestif qui est complètement délimité par deux orifices, la bouche et l'anus, d'un bout à l'autre de l'embryon. Puis l'embryon, après, va s'allonger vers le haut et vers le bas. Et donc, ça va déterminer l'axe antéro-postérieur, avant-arrière de l'animal. Donc, certains animaux vont avoir un développement tel que le premier orifice qui est formé donc par invagination, là, donc le blastopore, c'est ce premier orifice, alors ma souris a disparu, voilà. Ce blastopore, quand on regarde ce qu'il donne dans l'embryon et dans l'organisme par la suite, on voit qu'en fait c'est la future bouche de l'individu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des individus protostomiens, donc proto en premier, stomien la bouche. Donc la bouche est formée en premier. Maintenant, par exemple, les humains sont deutérostomiens. Autrement dit, la bouche donc, va se former dans un deuxième temps. Et le blastopore, donc le premier orifice qui était formé du tube digestif, en fait, c'est le futur anus. Donc notre bouche se forme en deuxième, elle est percée en deuxième. Et donc, nous sommes des deutéros en deuxième, deutéro, deuxième, stomien. Stome, c'est la bouche, donc la bouche en deuxième. Donc les protostomiens, ce sont par exemple les mollusques, les arthropodes. Les deutérostomiens, ça va être par exemple les vertébrés. Donc voilà pour les types de développement et de dénomination qui seront importantes après pour faire des classifications. Donc plusieurs organismes ont un développement de type protostomien. Et donc pourquoi ils ont ce développement de type protostomien? C'est qu'ils se sont hérités ce développement de leur ancêtre commun. Et plusieurs organismes sont deutérostomiens. Après, on s'est rendu compte que dans les protostomiens, on avait regroupé des espèces qui partageaient un autre type de développement embryonnaire que le protostomien, donc ça devient un peu plus compliqué. Finalement, on peut plutôt renforcer le groupe des protostomiens plus par des critères génétiques que par des critères de développement embryonnaire. Donc par contre, c'est important, ces critères, parce que ça montre qu'on peut finalement utiliser le développement embryonnaire pour regrouper des espèces. Alors, on rentre dans le corps du sujet, la classification phylogénétique. Donc la classification phylogénétique, c'est une classification qui utilise une méthode scientifique, qui a fait ses preuves et qui a été inventée par Willy Henny dans les années 1940-1950. Donc c'est un entomologiste allemand. Et donc on va construire des arbres phylogénétiques, et le nom de ces arbres phylogénétiques, c'est ce qu'on appelle les cladogrammes. Donc dans les cladogrammes,
tous les phylums sont au même niveau. Si vous regardez, ils sont donc à l'extrémité des arbres, donc tous les espèces. On peut faire des classifications d'espèces, on peut faire des classifications de genre, des classifications de famille, donc on peut classer des taxons plus ou moins gros. Et donc, le principe général, la longueur des branches n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de regarder si les branches se rejoignent les unes aux autres. Donc par exemple, les crocodiles et les oiseaux se rejoignent ici au niveau du nœud. Le nœud, ça représente l'ancêtre commun. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les crocodiles et les oiseaux, formaient quelque part une seule et même espèce, qu'on appelle l'ancêtre commun, et qu'elles ont ensuite divergé, enfin ces deux grands taxons ont divergé. On va constituer des groupes plus ou moins gros qui englobent donc ma souris, l'ancêtre commun qui est là, qui n'est pas un fossile, et les descendants. Et donc ces groupes qui englobent l'ancêtre commun et les descendants, et ben on peut les faire de plus en plus grands, plus on descend dans l'arbre. Donc ici on a un axe temporel, plus je descends dans l'arbre, plus je remonte loin dans le temps pour retrouver l'ancêtre commun à l'ensemble des descendants. Donc ici par exemple, à ce nœud-là, c'est l'ancêtre commun de l'ensemble des vertébrés, dans lesquels j'inclus les poissons téléostéens, les amphibiens, les mammifères, les tortues, les lépidosaures, donc ça va être les serpents par exemple, les crocodiles et les oiseaux. Donc cette longueur des branches n'a pas d'importance. Donc dans cette classification phylogénétique, on considère que l'évolution peut procéder par simplification aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une complexification au cours de l'évolution. Donc je vous ai mis par exemple une espèce actuelle, la sacuine du crabe. Vous allez me dire ça ressemble à rien du tout. Donc effectivement c'est un parasite. Donc ces formes parasitaires, ce sont en fait souvent des formes qui sont très simplifiées, qui aboutissent à un plan d'organisation qui est juste fait pour finalement capter les aliments. Et donc on a observé quand même ses modalités de reproduction. On a vu qu'elle émettait des larves qui ressemblent aux larves de mollusques, et on a pu déduire que cette masse informe en fait qui envoie des suçoirs dans le crabe pour absorber sa nourriture était en fait un mollusque. Donc vous voyez que la simplification du plan d'organisation est extrême, et donc une évolution peut se faire aussi vers une simplification. Donc pas forcément une évolution de plus en plus sophistiquée, comme pourraient le dire certains créationnistes notamment. On ne présuppose rien au départ, il n'y a pas d'espèces plus évoluées que d'autres, on remet toutes les espèces au même niveau. Là, c'est vraiment les caractéristiques de ces arbres. Ces arbres, ils vont montrer l'apparentement entre les espèces. Donc l'idée générale, c'est qu'on regroupe les êtres vivants par des traits qu'ils partagent. Et on ne peut pas regrouper des espèces par des traits absents. Donc j'ai pris une matrice de caractères. Donc qu'est-ce que c'est qu'une matrice de caractères? Pour chaque caractère, on va indiquer 0 si l'espèce ne possède pas ce caractère et 1 si l'espèce possède ce caractère. Et donc on va mettre plus ou moins de caractères et plus ou moins d'espèces. Par exemple, je constate que la grenouille verte et le crocodile du Nil ne sont pas capables de réguler leur température, autrement dit, ils ne sont pas homéothermes, ils sont poikilothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle va varier en fonction des conditions extérieures. Et si je veux regrouper ces deux espèces sur la base de l'absence de régulation thermique, je n'ai pas le droit, parce que ça n'a pas de sens que de partager une absence de caractère. Par contre, si on regarde l'amnios, donc l'amnios, quand une femme perd les os, en fait, c'est une poche dans laquelle vivait l'embryon, qui servait à reproduire, le fœtus qui servait à reproduire un milieu aquatique à l'intérieur des voies génitales maternelles. Et donc cette poche va se percer, donc ça c'est la perte de la poche des os. Et en fait à l'intérieur de cette poche, on a un liquide qui s'appelle le liquide amniotique, qui est contenu dans ce qu'on appelle une annexe embryonnaire, l'amnios. Donc l'amnios c'est cette poche. Donc cette amnios, elle est partagée par tous les amniotes. Dans les amniotes, vous avez les renards, notamment le crocodile et l'oiseau gris du Gabon. Donc ces trois espèces possèdent un amnios. Donc regrouper le renard, le crocodile, le gris du Gabon sur le critère de la présence de l'amnios est possible. Et pourquoi ils possèdent un amnios? Parce qu'ils l'ont hérité d'un ancêtre commun. Autrement dit, à un moment donné, il y avait une population générale qui, avant évolution génétique
constituer un groupe unique. Et après cette population, il y a eu des divergences génétiques qui fait qu'on a une population qui a formé l'espèce renard, une population qui a formé l'espèce crocodile et une population qui a formé l'espèce gris du Gabon, sans simplifiant. Mais ces trois populations, ces trois espèces ont hérité de la myose qui existait déjà dans cet ancêtre commun, dans cette population ancestrale. Donc, le principe, c'est qu'on regroupe les êtres vivants qui descendent d'un même ancêtre commun. Et cet ancêtre commun lègue des caractères. Et donc, ces caractères vont être communs dans les descendants. Pourquoi? Parce qu'ils ont été hérités de cet ancêtre commun. Donc, cet ancêtre commun, il est placé au nœud, ici. Donc là, vous avez le crocodile et la poule. Ensemble, donc, ils ont une fenêtre mandibulaire, c'est-à-dire un trou au niveau de la mâchoire, de l'os de la mâchoire. Pourquoi ils ont ce point commun? C'est parce que leur ancêtre commun, cette population ancestrale, leur a légué finalement ces traits de caractère. L'ancêtre commun, c'est une entité virtuelle. On ne peut pas dire que c'est un fossile, on peut juste refaire son portrait robot en donnant tous les caractères qui sont communs aux descendants. Alors, on va utiliser différents types de critères avec la même importance. Donc, par exemple, le critère de similitude globale de la forme du corps, je vous ai dit, on peut oublier parce que c'est un vieux critère. On va utiliser des critères notamment morphologiques, même minimes. Par exemple, pour les ongulés, on va utiliser l'apophyse styloïdale, donc c'est l'extrémité du membre pour, par exemple, les ongulés. Ensuite, on peut utiliser des séquences d'ADN, donc on peut même utiliser plusieurs nucléotides, voire un seul nucléotide à une position pour pouvoir déterminer si ce critère est partagé entre plusieurs espèces. On peut utiliser le développement embryonnaire, je vous ai parlé des deutérostomiens, des protostomiens, et on peut utiliser après des plans d'organisation, ça continue à exister, donc on verra ce que c'est qu'un plan d'organisation, des principaux groupes, des arthropodes, des vertébrés, des mollusques. Donc ce sont des caractéristiques globales de polarisation du corps et notamment de connexion des organes les uns par rapport aux autres. Les êtres vivants sont classés de manière objective, pas de classification utilitariste, pas de saut d'adaptation, pas de hiérarchie des êtres, en considérant que l'homme, par exemple, est au-dessus, et les fossiles ne sont plus au nœud. Donc par exemple, vous avez Archaeopteryx. Donc Archaeopteryx, c'était considéré comme l'ancêtre commun des dinosaures et des oiseaux. Donc avant, on le mettait au nœud. Donc Vélociraptor, ma souris elle est où? Donc Vélociraptor, c'était un dinosaure. Et les oiseaux, donc avant, en fait, on mettait Archaeopteryx au nœud. Et ben maintenant, on ne peut pas prouver que c'était un ancêtre commun. Donc, on va le mettre à l'extrémité des arbres, comme les autres. Ensuite, par exemple, Synoniatus, on trouvait qu'il ressemblait à des mammifères, mais aussi à des reptiles. Ce terme est désuet maintenant. Donc, avant, on le mettait comme ancêtre commun des mammifères et des reptiles, mais on ne peut pas le prouver. Donc, maintenant, il est placé à l'extrémité des arbres, ici. Donc ces arbres, ce n'est pas une invention basée sur de la croyance. On teste des hypothèses, on fait mouliner en fait des logiciels qui appliquent des hypothèses et qui construisent des arbres en utilisant des théories scientifiques élaborées qui sont partagées par plusieurs chercheurs, invalidées ou confirmées. Donc ça n'a rien à voir avec des croyances qui donc ne peuvent pas forcément être démontrées. Alors maintenant, comment on construit ces arbres? Donc c'est là que je vais vous demander de mettre parfois sur pause pour apprendre à faire la classification progressivement. Et après, on remettra vraiment ça en application en travail dirigé. Donc ici, les arbres de la cladistique, ce sont ce qu'on appelle des cladogrammes. Et on va regrouper les taxons qui sont frères. Donc qu'est-ce que c'est que les taxons frères? Ce sont des taxons qui partagent un ancêtre commun. Donc si je regarde cet arbre, A, B, C, ce sont les taxons à classer. Donc A, B, C, les taxons à classer. Donc B et C sont des groupes frères. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent un ancêtre commun qui
leur a légué des caractères communs, qui est en 2. Mais A, B, C, tous les 3 sont aussi des gros frères, mais quand même A est plus éloigné que B et C. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent A un ancêtre commun avec B et C, mais cet ancêtre commun qui est en 1, ici, eh ben, il est plus éloigné dans le temps, puisque je vous rappelle qu'ici c'est un axe temporel. Donc on peut dire que A est moins proche que des 2 autres espèces. Donc principe de la cladistique. Si des êtres vivants partagent une même nouveauté évolutive, donc un même caractère commun, c'est qu'ils l'ont hérité d'un ancêtre commun. Et cette nouveauté était apparue chez cet ancêtre commun. Donc le nœud, c'est l'ancêtre commun qui donc, a légué ce caractère. Et donc on a introduit un nouveau terme, c'est le terme d'homologie. Donc une homologie, c'est un caractère qui est partagé par 2 espèces et qui est hérité d'un même ancêtre commun. Donc c'est un caractère partagé, dérivé. Donc les feuilles d'un arbre, en fait c'est A, B, C, c'est les taxons ou les espèces, si on est une classification des espèces, que l'on a à classer. Donc on va classer les organismes sur ce qu'ils possèdent. Par contre, on ne peut pas regrouper les organismes sur ce qu'ils ne possèdent pas, ou aussi sur leur milieu de vie, ou sur ce qu'ils font. Donc ça, c'est aussi des critères qui ne peuvent pas être considérés comme des choses que l'on possède. C'est des caractères descriptifs. Vivre en milieu aquatique, c'est pas quelque chose que l'on possède. Donc on ne peut pas regrouper les espèces sur la base de ce caractère. Donc ces groupes, où on va englober les descendants et l'ancêtre commun. Donc on peut les faire à différentes échelles. Donc par exemple, j'ai le groupe DE, qui sont des groupes frères qui partagent le même ancêtre commun 4. Ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Donc un groupe monophylétique, c'est le seul groupe qui a une signification phylogénétique, qui est accepté sur le plan phylogénétique. C'est un ancêtre commun plus l'ensemble des descendants. Donc toutes les espèces de ce groupe monophylétique que j'écris GM sont plus proches entre elles que n'importe quelle espèce n'y appartenant pas. Mais on peut décrire plusieurs groupes monophylétiques plus ou moins larges, donc puisqu'ils partagent un ancêtre commun plus ou moins ancien. Donc par exemple, si je vous prends le groupe monophylétique en jaune, eh ben, ça contient l'ensemble des espèces de l'arbre et elles partagent donc un ancêtre commun qui est très lointain. Donc on pourrait dire que l'ensemble des êtres vivants constitue un groupe monophylétique, puisque on a un ancêtre commun ancestral qu'on n'a pas encore identifié. Il y a plus de 4,5 milliards d'années, la Terre a été créée, mais donc du coup les premières formes de vie seraient vers moins 3 milliards d'années. Donc cet ancêtre commun serait à peu près à cette période-là. Alors maintenant, dans l'histoire de la classification, on a parfois fait des groupes qui n'avaient pas de sens évolutif, puisqu'on a regroupé des espèces qui ne partageaient pas directement un ancêtre commun de manière exclusive. Donc c'est ce qu'on appelait par exemple des groupes polyphylétiques. Donc par exemple en A et en B, si je décide de faire un groupe qui prend A et B tout simplement parce qu'elles se ressemblent de l'extérieur, donc par exemple si je prends les dauphins et les poissons téléostéens comme la truite, ils se ressemblent de l'extérieur parce qu'ils ont la même forme du corps, donc même similitude globale. Mais en fait, si on regarde, ils n'ont pas d'ancêtre commun directement qui leur est relié. Donc, on appelle ça un groupe poly, plusieurs, phylétique, plusieurs origines. Il faut que je prenne l'ancêtre commun 2 et 4 pour expliquer leur origine. Donc, dans ces groupes phylogénétiques, donc vous avez ce qu'on appelait avant les pinnipèdes. Donc, les pinnipèdes, c'est les phoques, les loutres, les otaries. Elles se ressemblent, ces espèces, mais elles n'ont pas d'ancêtre commun, en direct. Donc, c'était un regroupement qui était basé sur la forme du corps. Les algues, pareil, les végétaux qui vivent en milieu aquatique, en fait, il n'y a pas une origine évolutive commune à toutes ces algues. Elles ne dérivent pas d'un ancêtre commun, c'est des caractères. Le fait de vivre en milieu aquatique et de réaliser la photosynthèse, en fait, c'est une convergence évolutive qui est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution. Et enfin, on a aussi beaucoup constitué, au cours de la classification du vivant, des groupes paraphylétiques. Donc un groupe paraphylétique, ce que vous avez en vert par exemple, c'est un groupe qui va prendre une partie des descendants et en oublier une autre. Donc par exemple A, B,
Et C ferait un groupe monophylétique qui dérivent tous de l'ancêtre commun numéro 2. Mais si on prend que A et B en excluant C, eh ben, on considère qu'on a fait un groupe incomplet. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe paraphylétique. Donc je vais vous donner quelques exemples de groupes paraphylétiques. Donc si on regarde les poissons. Les poissons, ça prend en compte les requins, les truites. Alors les dipneustes, c'est des poissons qui vivent en Afrique notamment et qui sont capables de vivre également lors d'un assèchement des cours d'eau en milieu terrestre parce qu'ils ont des poumons. Donc ils ont à la fois des branchies et des poumons. Donc si je regarde le groupe des poissons, en fait ça n'a pas de sens évolutif parce que si je veux remonter à l'ancêtre commun des poissons, il est là. Mais dans l'arbre, du coup, les descendants de cet ancêtre commun, bah, il y a non seulement les requins chondrichtiens, les truites actinoptérygiens et les dipneustes, mais vous avez aussi les amphibiens, les mammifères, etc. Donc on a oublié une partie des descendants. Donc les poissons, c'est aussi un critère, on va dire, gradiste. C'était les espèces qui n'avaient pas réussi la sortie des eaux et l'adaptation au milieu terrestre. Donc dans cette notion de paraphylétique, en fait, quand on décide d'oublier une partie des descendants et de prendre qu'une partie, on a encore cette notion qu'il y a des espèces qui sont moins évoluées que d'autres. Donc les poissons, en termes phylogénétiques, ça n'a pas de sens puisqu'on oublie une partie des descendants. Pareil, donc les reptiles, je vous ai dit, donc il y avait les tortues, les lézards, les crocodiles. Et pour avoir un groupe complet qui prenne l'ensemble des descendants de cet ancêtre commun qui est là, il faudrait inclure les oiseaux. Mais avant, on les excluait. Pourquoi? Parce qu'on considérait que les oiseaux étaient plus évolués parce qu'ils avaient réussi le vol. Donc ça, c'est aussi un groupe, les reptiles, c'est aussi un groupe paraphylétique. Donc les poissons, c'est tous les animaux à mâchoire, donc les gnathostomes, et on enlève les tétrapodes, qui sont plus évolués parce qu'ils ont réussi la sortie des eaux. Et les reptiles, c'est les sauropsides, donc c'est un terme un peu compliqué, qui prend en compte l'ensemble des descendants de ce nœud-là, et auquel on enlève les oiseaux parce que eux, ils ont réussi le saut adaptatif du vol. De la même manière, si je prends les pachydermes, donc par exemple les hippopotames, les rhinocéros et les éléphants, vous voyez que quand on regarde dans l'arbre phylogénétique, en fait, ils n'ont pas un ancêtre commun exclusif. Ils sont répartis dans les ongulés. Donc, c'est un groupe qui a plusieurs origines, qu'on a regroupées juste par la morphologie du corps, le critère de similitude globale, mais donc ça n'a pas de sens au niveau d'un ancêtre commun exclusif. Alors, pour faire cette classification phylogénétique, on va devoir utiliser des caractères et on va aussi polariser des caractères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que donc polariser des caractères? Donc, première chose, on va rajouter ça dans la liste des définitions à connaître. Les caractères, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une particularité que possède un organisme. Donc, ça peut être une particularité à l'échelle morphologique, à l'échelle moléculaire ou à l'échelle physiologique. Et ces caractères peuvent exister sous différents états. Donc, si vous regardez une structure morphologique, par exemple la présence de phanères. Donc, les phanères, c'est tout ce qui est produit par l'épiderme. Ça, c'est le caractère. Et ce caractère, il peut exister sous différents états. Donc, soit la production de l'épiderme, c'est des poils. Donc, chez nous, on produit des poils. Donc, le caractère phanaire existera sous différents états, notamment les poils. Mais ça peut être aussi des écailles qui sont produites, par exemple chez les reptiles. Mais ça peut être aussi des plumes qui sont produites chez les oiseaux. Donc, les différents états de caractère, c'est poils, plumes ou écailles. Après, de manière toute simple, vous pouvez avoir des structures morphologiques, par exemple les lophophores, donc c'est des petites collerettes autour de la bouche. Et bien, ces lophophores, soit ils sont présents, soit ils sont absents. Ça, c'est les états de caractère. Après, si je regarde une séquence d'ADN, un site particulier, par exemple la position 405 de la hémoglobine, bah, soit j'ai un site avec un A, soit un T, soit un C, soit un G. Donc la position 405, c'est le caractère. Et les différents états de caractère que peut avoir cette position, c'est soit un A, soit un T, soit un C, soit un G. C'est l'ensemble de ces états de caractère que l'on va devoir décrire dans la matrice de caractère. Et au cours de l'évolution, on peut constater que les caractères vont changer de modalité, vont changer d'état. Et donc on va pouvoir dire qu'il y avait un état de caractère ancestral
et un état de caractère dérivé. Donc par exemple, les écailles, c'est un état de caractère des phanères qui est plus ancestral, qui est apparu plus tôt au cours de l'évolution, ça ne veut pas dire moins évolué, hein, qui est juste apparu plus tôt au cours de l'évolution. Et les poils ou les plumes, ce sont des caractères qui sont plutôt à l'état dérivé. Donc l'état ancestral, par exemple, ça peut être aussi l'absence de glandes mammaires. Il n'y avait pas de glandes mammaires dans les premières formes de vie, et l'apparition des glandes mammaires s'est fait plus tard au cours de l'évolution. Donc l'absence de glandes mammaires, c'est un état ancestral, et la présence de glandes mammaires, c'est un état dérivé. Vous avez l'état plésiomorphe, c'est un état ancestral, et un état dérivé, c'est un état apomorphe, ou une apomorphie. Alors, comment on va polariser les caractères? Polariser les caractères, ça veut dire déterminer quel est l'état de caractère ancestral et quel est l'état de caractère dérivé. Donc, de manière très simple, dans les arbres phylogénétiques que l'on va voir à votre niveau, en général, une absence de caractère, c'est souvent l'état ancestral, et l'apparition de ce caractère, la présence de caractère, c'est un état dérivé. Par contre, par exemple, pour les plumes, les poils et les écailles, il faut avoir une petite idée de l'histoire évolutive du vivant. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas construire des arbres à partir de rien. Il faut quand même connaître un petit peu l'histoire évolutive, et c'est moi qui vous dis, parce que j'ai des connaissances déjà sur les arbres phylogénétiques, que les écailles, c'est un caractère qui est plus ancestral que l'état de caractère poil et plume. Donc on peut polariser les caractères en notamment enracinant sur des groupes externes. Et ensuite on peut polariser des caractères en regardant des fossiles, et en regardant quel était l'état de caractère chez les fossiles, et donc se dire que les fossiles possédaient l'état de caractère ancestral, et que l'espèce actuelle possède plutôt l'état de caractère du coup dérivé. Donc on va revenir sur cette notion de groupe externe et de polarisation des caractères pour que ça prenne un sens. Donc un groupe externe, c'est un groupe d'espèces ou une espèce qui est choisi de manière arbitraire, mais en connaissant quand même la phylogénétique, de telle sorte que l'on soit sûr que l'ancêtre commun entre le groupe externe et le groupe d'intérêt soit le plus ancien. Autrement dit, que cette espèce soit du coup externe au groupe interne que l'on cherche à classer, dans lequel on cherche à déterminer une phylogénie plus importante. Donc si un jour vous voulez faire une classification des mammifères, vous pouvez prendre les poissons rouges, parce que les poissons rouges sont externes à tous les mammifères. Et après, au sein des mammifères, on va essayer de déterminer qui est plus proche de qui, entre le chien, le chat, la souris et l'homme, qui est plus proche de qui. Donc pareil, si vous voulez faire une classification des vertébrés, il ne va pas falloir prendre des animaux à vertèbres, parce qu'ils font partie de ce groupe interne. Donc on va par exemple utiliser les céphalopodes. Donc les céphalopodes, ils n'ont pas de vertèbres, et donc ils sont bien externes au groupe que l'on va chercher à classer au sein des vertébrés. Donc c'est un groupe externe qui possédera les caractères à l'état ancestral. On va reprendre un cas justement bien précis. Si je prends donc la tortue, le lézard, le serpent, le crocodile et le dinosaure, et ma question, à chaque fois qu'on veut construire un arbre, c'est qui est plus proche de qui. Donc je veux savoir finalement qui possède les deux groupes qui possèdent l'ancêtre commun le plus récent. C'est ça ma question. Comment on va faire? Il va falloir construire un arbre pour arriver à le déterminer. Et pour pouvoir construire cet arbre, on va voir qu'on a besoin de polariser les caractères. Et donc il va falloir utiliser un groupe externe. Et donc là, par exemple, le serpent, le lézard, la tortue, le crocodile et le dinosaure, on peut déterminer que parmi ces 5 espèces, c'est la tortue qui est le groupe externe. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas aux reptiles, enfin aux reptiles plus oiseaux. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut l'exclure? C'est nos connaissances phylogénétiques. Et donc on va considérer que la tortue est un groupe externe. Et donc tous les caractères finalement chez ce groupe externe sont à l'état ancestral. Donc elle ne possède pas de fenêtre temporale. Donc l'absence de fenêtre temporale, donc la fenêtre temporale, c'est, vous voyez, un trou dans le crâne.
au niveau des tempes. Donc l'absence de fenêtre temporale est un caractère ancestral et les autres espèces possèdent des fenêtres temporales, donc c'est un caractère dérivé. Donc la tortue ne possède pas moins de 5 doigts à la main, alors que certaines espèces possèdent moins de 5 doigts à la main, comme le serpent et les dinosaures. Donc ça, on ne pouvait pas savoir si avoir moins de 5 doigts, c'était un caractère dérivé ou ancestral. Et donc, finalement, en utilisant la tortue, on peut démontrer que c'est le fait d'avoir plus de 5 doigts à la main qui a un caractère ancestral, et moins de 5 doigts à la main qui a un caractère dérivé. Une fenêtre mandibulaire, donc la fenêtre mandibulaire, c'est un trou ici qu'on a dans la mandibule. Donc la tortue n'en possède pas, certaines autres espèces en possèdent. Donc comme la tortue n'en possède pas, on considère que l'absence de fenêtre mandibulaire est un caractère ancestral, une plésiomorphie, alors que la présence d'une fenêtre mandibulaire est un caractère dérivé, une apomorphie. Voilà, et ainsi de suite. Donc en utilisant ce groupe externe, la tortue, on peut donc la mettre à la base de l'arbre avec l'ancêtre commun à la tortue et aux autres espèces à classer qui est le plus éloigné. Et après, on va pouvoir reconstituer les liens de parenté avec les 4 autres espèces. Et on constate, en construisant cet arbre, que c'est le crocodile et le dinosaure qui sont, donc les crocodiles et les dinosaures, qui sont les plus proches puisqu'ils possèdent un ancêtre commun, le plus récent. Le lézard, le serpent, le crocodile, ils possèdent des fenêtres temporales. Donc le lézard, le serpent, le crocodile, et puis on peut mettre aussi le dinosaure. Ils possèdent des fenêtres temporales. Et ce caractère, c'est un caractère dérivé, qui est donc apparu chez l'ancêtre commun après sa séparation avec la tortue. Donc la tortue ne le possède pas, donc elle n'a pas de fenêtre temporale, et suite à la divergence entre la tortue et toutes les autres espèces, on va voir apparaître les fenêtres temporales, donc qui a un caractère dérivé. Cette fenêtre temporale existera donc chez l'ancêtre commun, puisque c'est apparu avant, et sera donc héritée par tous les descendants de cet ancêtre commun, donc les 4, le lézard, le serpent, le crocodile et le dinosaure. De la même manière, si on regarde les fenêtres mandibulaires, la présence est un caractère dérivé qui est apparu uniquement chez l'ancêtre commun, avant l'ancêtre commun des crocodiles et du dinosaure. Donc ici, on le retrouve que chez ces espèces-là. Et donc ça va être présent dans l'ancêtre commun ici et être hérité par les crocodiles et les dinosaures. Donc voilà comment on interprète un arbre et comment on utilise un groupe externe pour polariser les caractères. Donc, ensuite, on va utiliser ces caractères en fait pour faire des regroupements d'espèces. Donc, si je reviens, les crocodiles et les dinosaures possèdent une fenêtre mandibulaire qu'ils ont à hériter d'un ancêtre commun. Donc, on va pouvoir dire que la présence d'une fenêtre mandibulaire est une synapomorphie qui est partagée à la fois par les crocodiles et par le dinosaure. Donc, synapomorphie, c'est un caractère qui est dérivé, donc à l'état dérivé, apomorphie, et ensuite qui est partagé par 2 espèces. Pourquoi? Parce qu'elle a été héritée de l'ancêtre commun. Donc syn, c'est partagé. Donc synapomorphie. Donc la fenêtre mandibulaire est une synapomorphie du crocodile et du dinosaure. De la même manière, si je prends les glandes mammaires, elles sont présentes chez le rat et la baleine, qui sont tous les deux des mammifères, mais absents de la sardine, qui n'est pas un mammifère. Donc ces 2 espèces, rat et baleine, possèdent des glandes mammaires qui sont à caractère dérivé, et on peut dire donc du coup qu'elles sont une synapomorphie. Donc une synapomorphie, du coup c'est une homologie, puisque c'est un caractère qui est dérivé d'un ancêtre commun. Les homologies peuvent aussi être des symplésiomorphies. Donc les symplésiomorphies, ce sont des partages de caractères hérités d'un ancêtre commun, mais qui sont à l'état ancestral. Par exemple, dans mon arbre, le même arbre avec la sardine, le rat et la baleine, ils possèdent tous les 3 un système nerveux organisé avec une moelle épinière et un céphale.
Et ce caractère est à l'état ancestral et a été hérité par l'ancêtre commun des 3 espèces, par la sardine, le rat et la baleine. Donc c'est une simple isomorphie. Enfin, dernier critère, on a également des autapomorphies. Donc des autapomorphies, ce sont des caractères dérivés mais qui ne sont pas partagés par plusieurs groupes. Donc si je fais par exemple la classification des mollusques, seuls les bivalves possèdent 2 coquilles donc, qui sont apposées. Donc ça c'est une autapomorphie qu'on trouve chez les limilibranches comme par exemple les moules et les huîtres. Enfin, dernier mot de vocabulaire, on va parler des homoplasies. Donc les homoplasies, c'est ce qui en fait vont fausser les arbres et vont être des fausses homologies, c'est-à-dire qu'on va attribuer un caractère commun, un ancêtre commun. Or, en fait, il n'y a pas d'ancêtre commun qui a légué ce caractère. Une fausse homologie évidente, par exemple, ça peut être les ailes. Donc les ailes, au sein des caractères homoplasiques, ce sont des similitudes de forme et de fonction qui sont issues d'événements évolutifs indépendants et qui sont plus particulièrement des convergences évolutives. Donc c'est un caractère qui est apparu en fait plusieurs fois de manière indépendante dans différents taxons. Donc si vous prenez l'aile des oiseaux et l'aile des insectes et l'aile des chauves-souris, en fait ces 3 groupes sont très éloignés au niveau phylogénétique, donc l'aile n'a pas été héritée d'un ancêtre commun qui est exclusif à ces 3 groupes. C'est une convergence évolutive qui est apparue pour s'adapter au vol. Donc par exemple en A et en C, on pourrait mettre en A les insectes, en C les chauves-souris et en B les humains. Donc l'homme et la chauve-souris sont plus proches entre eux, donc ils forment un groupe monophylétique. Et la présence des ailes chez la chauve-souris n'est pas associée à une origine commune avec des insectes. Après, il peut aussi y avoir des retours à l'état ancestral qui vont aussi induire des fausses homologies. Donc par exemple, si je prends les poissons en A, en B l'homme et en C les dauphins, l'homme et les dauphins sont plus proches entre eux, ils ont un ancêtre commun, mais on était tenté de regrouper les dauphins avec les poissons parce que les dauphins sont revenus dans un état ancestral au niveau de la forme du membre avec des nageoires, et donc on a eu tendance à le regrouper avec les poissons. Vous avez donc l'exemple représenté ici également. Donc par exemple les sardines et les baleines possèdent tous les deux des nageoires, sauf que leur structure est complètement différente. On avait tendance à regrouper la baleine et la sardine sur la présence de ces nageoires, mais c'est une réversion, c'est-à-dire que les pattes de la baleine se sont reconverties en nageoires et donc ressemblent aux nageoires des sardines. Tout ça pour s'adapter à l'hydrodynamisme en milieu aquatique. Ensuite, on peut aussi montrer qu'il y a certains requins qui possèdent des placentas, donc comme chez certains mammifères placentaires. Pourtant, il n'y a pas de lien direct d'ancêtre commun entre le requin et les mammifères. Donc c'est une convergence évolutive qu'on peut également présenter au-delà des ailes qui sont souvent utilisées. Donc comment on peut prouver aussi que ce sont des convergences évolutives et pas vraiment liées à des ancêtres communs? C'est en regardant la structure des organes. Si je regarde la structure de la nageoire d'une baleine, en fait il y a des os à l'intérieur qui ressemblent vraiment aux os qu'on trouve dans le membre antérieur des humains. Donc ça n'a rien à voir avec l'articulation et les nageoires de truite. Donc au niveau anatomique, en fait, on peut aussi prouver que ce sont des fausses homologies, donc ce sont des homoplasies. Donc dernière partie, on va mettre en application tout ça pour construire un arbre. Et donc la question que l'on va se poser, c'est que je vais vous donner 4 espèces. Les nématodes, donc les nématodes, je vous les ai représentés ici, c'est des petits vers, donc c'est élégant. Ensuite les arthropodes, donc vous connaissez par exemple les insectes. Ensuite vous avez des mollusques, donc les mollusques c'est par exemple les huîtres. Et les tardigrades, donc que je vous ai représentés ici, je vous enverrai une petite vidéo sur les tardigrades. Ce sont des espèces qui sont très résistantes, assez marrantes, qu'on appelle aussi les oursons d'eau. Donc l'idée c'est de savoir, parmi ces 4 groupes, qui est plus proche de qui? Est-ce que c'est les nématodes avec les arthropodes qui ont un ancêtre commun les plus récents? Est-ce que c'est les nématodes avec les mollusques, etc. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est déterminer
quel est le groupe externe, c'est-à-dire que le groupe que l'on peut considérer déjà comme très éloigné des trois autres. Et donc qui va ne plus rentrer dans la classification et qui va servir à polariser les caractères. Et donc là, vous allez me dire, on connaît pas. Eh bien oui, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et donc moi, je vais vous dire que le groupe externe, c'est les mollusques. Donc plus vous aurez des connaissances en phylogénétique, plus vous pourrez arriver à déterminer quel est le groupe externe. Alors pourquoi ce sont les mollusques? Parce que ce sont les seuls qui ne font pas des mues, c'est-à-dire qui perdent leur squelette au cours du développement et post-embryonnaire. Donc je décide et je vous dis que le groupe interne, c'est les nématodes, les arthropodes et les tardigrades, et que le groupe externe, c'est les mollusques. Et donc on va déterminer parmi les nématodes, les arthropodes et les tardigrades qui est plus proche de qui. C'est la question que l'on cherche à résoudre en faisant l'arbre. Donc je vous ai donné ici une matrice de caractères, donc avec plus quand c'est présent, moins quand c'est absent, pour les tardigrades, les nématodes, les mollusques et les arthropodes. Et donc on va regarder différents caractères qui peuvent être soit à l'état absent, c'est un état de caractère, soit à l'état présent, c'est un autre état de caractère. Donc les caractères que l'on va regarder, c'est le système nerveux ventral, la croissance par mue, la coquille, l'introverte. Donc l'introverte, c'est la capacité à évaginer à l'extérieur du corps une partie du tube digestif. Et le corps segmenté, c'est est-ce que le corps est divisé en segments. Donc déjà, d'après les connaissances que l'on a vues, on va devoir polariser les caractères. Autrement dit, est-ce que l'absence ou la présence d'un caractère est un caractère ancestral ou un caractère dérivé? Et bien, comment vous allez faire? Je vous pose la question. Comment peut-on polariser ces caractères? Je vous laisse quelques secondes. La réponse est un peu donnée. Eh bien, on va utiliser un groupe externe, le groupe des mollusques. Et on va utiliser le fait que chez les mollusques, tous les caractères sont à l'état ancestral. Autrement dit, une présence peut être un état ancestral. Je vais vous laisser construire une autre matrice de caractères où, à la place de mettre des plus et des moins, eh bien, vous allez mettre des zéros quand c'est un état ancestral et un 1 quand c'est un état dérivé. Donc attention, dans cette matrice, un 1 pourra être une absence si une absence est considérée comme un état dérivé. Donc c'est là que je vous demande de mettre la vidéo sur pause. Dans votre poly, vous avez une matrice où il va falloir mettre des 0 et des 1. Ça y est, vous l'avez fait, vous avez bien mis sur pause. Donc la correction est la suivante. Par définition, le mollusque est un groupe externe, donc on va mettre des zéros dans toutes les catégories, dans tous les caractères du mollusque. On considère que tous ces caractères, ces états de caractères sont à l'état ancestral. Donc le système nerveux ventral, lorsqu'il est présent, c'est un état de caractère ancestral, et lorsqu'il est absent, c'est un état de caractère dérivé. La croissance par mue, c'est l'inverse. Une absence de croissance par mue est un état ancestral. Une présence de croissance par mue est un état dérivé. La coquille est un état ancestral. L'absence de coquille est un état dérivé. L'absence d'introverte et l'absence de corps segmenté est un état ancestral. Et la présence d'introverte et la présence de corps segmenté est un état dérivé. Donc, d'après ça, on peut construire la matrice des caractères en utilisant cette fois-ci 0 pour un état ancestral et 1 pour un état dérivé. Et donc vous devez vous assurer que dans le groupe externe, vous avez toujours que des 0. Donc quels sont les caractères pertinents que vous allez devoir sélectionner? On va sélectionner uniquement les caractères informatifs. Donc vous avez deux types de caractères qui ne sont pas pertinents, qui sont non informatifs. Donc par exemple, c'est les caractères qui sont communs et dans le même état de caractère chez tous les taxons. Donc, du groupe interne. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir les regrouper facilement en utilisant ce caractère puisque tout le monde le possède ou tout le monde ne le possède pas. Donc, ça n'indique rien sur l'évolution des espèces. On peut aussi exclure les caractères qui ne sont présents, qui sont auto-apomorphes, c'est-à-dire qui sont présents à l'état dérivé que dans un groupe. Dans ce cas-là, on ne peut pas le regrouper avec une autre espèce. Donc, on ne peut pas décider qu'il partage ce caractère avec une autre espèce sur la base d'une origine commune. Donc, ces caractères
sont non informatifs puisque l'état dérivé n'est présent que dans un taxon. Donc ça ne permet pas de regrouper certains taxons. Donc, les caractères qui vont nous intéresser, ce sont des caractères qui vont pouvoir permettre des regroupements sur la base de caractères à l'état dérivé partagé. Donc, si deux espèces partagent un même caractère à l'état dérivé, c'est qu'elles ont un ancêtre commun. Donc, ça nous apporte des informations au niveau de leur origine évolutive. Donc, il faut qu'elles présentent au moins deux états. Et l'état dérivé doit être présent chez au moins deux des taxons et on va pouvoir regrouper les taxons sur la base de du partage de ces caractères. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de reprendre votre matrice de caractères qu'on avait avant et de déterminer quels sont parmi ces différents caractères ceux qui sont informatifs et ceux qui sont non informatifs. Et s'ils sont non informatifs, il faut dire si c'est parce qu'ils sont invariables, c'est-à-dire qu'ils sont constants et toutes les espèces possèdent le même état de caractère, ou s'ils sont non informatifs parce qu'ils ne sont pas partagés à l'état dérivé. Donc dans ce cas-là, il y a un 1 qui est présent que dans un seul taxon du groupe interne. Donc je vous laisse mettre sur pause. Donc je vous donne la correction. Donc si on regarde le système nerveux ventral, dans uniquement les groupes tardigrades, nématodes, arthropodes, c'est des zéros de partout. Donc, ils sont constants. C'est constant, non informatif. Pour la croissance par mu, tous possèdent une croissance par mu. Les tardigrades, les nématodes et les arthropodes. Donc, je ne peux pas en regrouper plus deux espèces que deux autres. Donc, c'est aussi un caractère constant, non informatif. La coquille, elle est aussi présente chez les tardigrades, elle est aussi absente chez les tardigrades, les nématodes et l'arthropode, donc c'est un caractère constant non informatif. Si on regarde l'introverte, c'est un caractère qui est présent à l'état dérivé uniquement chez les nématodes. Or, on ne peut faire des regroupements entre espèces que sur la base de partage de caractères à l'état dérivé. Donc là, les nématodes, je peux les regrouper avec personne sur la base de ce partage de caractères. Donc, c'est un caractère qui est non informatif, mais qui est variable quand même, parce qu'il existe dans deux états, mais l'état dérivé n'est pas partagé. Enfin, le seul caractère finalement qui nous intéresse, c'est le corps segmenté. Le corps segmenté, c'est un caractère qui est dérivé. Il existe dans deux états, corps segmenté présent ou corps segmenté absent. Et il existe à l'état dérivé dans deux espèces. Il est partagé par deux espèces du groupe interne, les tardigrades et l'arthropode. Donc, c'est le seul caractère qui est informatif. Donc, finalement, si on voulait construire l'arbre, en fait, il y a juste besoin de regarder ce caractère-là. Et en fait, d'après ce caractère, je peux dire que les tardigrades et les arthropodes sont plus proches l'un l'autre, qu'ils possèdent un ancêtre commun qui est plus récent que l'ancêtre commun qu'ils partagent avec le nématode ensemble. Donc, au sein du groupe interne, ce sont les tardigrades et les arthropodes qui sont les plus proches. Viennent ensuite les nématodes qui partagent un ancêtre commun un peu plus ancien avec ces deux groupes. Et le groupe externe, c'est les mollusques. Donc, vous voyez, on a pu juste en sélectionnant le bon caractère qui nous intéresse, faire la classification et répondre à la problématique, qui est plus proche de qui. Donc la dernière étape, c'est normalement, on pourrait du coup ne pas utiliser cette sélection des caractères et essayer de tous les placer, ces caractères. Donc en fait, on va constituer les différents arbres possibles, on va explorer les différents arbres possibles et on va placer les événements évolutifs dans ces arbres. En considérant que si on a une ressemblance entre deux espèces, on peut considérer que c'est parce que ça a été hérité d'un ancêtre commun et donc cette ressemblance vient de cet ancêtre commun. Donc finalement, on a trois arbres possibles quand on veut classer trois espèces. Donc vous imaginez si vous avez 200 espèces à classer, le nombre d'arbres qu'on peut tester, donc c'est pour ça qu'il faut des logiciels. Donc en général, au lycée et puis dans le supérieur, on apprend uniquement avec 3 espèces à classer. Donc ici, vous avez soit, donc les mollusques sont toujours le groupe externe. Et pourquoi c'est un groupe externe? Puisqu'il ne possède pas la croissance par mu qui est apparue avant l'ancêtre commun des 3 autres espèces et qui a été hérité par les 3 autres espèces. Donc après, on a 3 scénarios possibles. Donc nous, on a déjà déterminé en faisant le tri des caractères quel était le bon scénario, mais supposons qu'on ne fasse pas ce tri des caractères. Donc,
soit l'arthropode et le tardigrade sont plus proches, soit c'est l'arthropode et les nématodes qui sont plus proches, soit c'est les nématodes et le tardigrade qui sont plus proches. C'est les trois possibilités. Donc en général, on écrit les trois possibilités. Et ensuite, on va ajouter les caractères les uns après les autres. Donc, je vous mets les résultats. Donc par exemple, le système nerveux ventral, on a vu qu'il était commun à tous, que ce soit le groupe externe ou le groupe interne. Donc ça veut dire qu'il est apparu, donc on va mettre un petit trait ici, avant le nœud qui correspond à l'ancêtre commun des 4 espèces. La coquille est présente uniquement chez les mollusques. Donc dans les 3 arbres, on peut mettre un petit trait qui dit que la coquille est apparue dans le phylum des mollusques uniquement, donc c'est un caractère exclusif des mollusques. Ensuite, donc si on prend le cas de l'introverte, donc l'introverte, lui, il est présent uniquement chez les nématodes, donc on peut mettre un petit trait dans la branche des nématodes et dire que l'introverte est apparue chez les nématodes. Donc la croissance par mue, on l'a vu tout à l'heure, hein, elle est apparue chez les nématodes, les tardigrades et les arthropodes, donc on peut la mettre avant l'ancêtre commun des 3, donc on va rajouter un petit trait sur la croissance par mue. Donc vous voyez en fait, tous les caractères qui étaient non informatifs, en fait, quels que soient les arbres, ce sera la même chose. Donc c'est pour ça qu'on va considérer que c'est non informatif. Et le seul caractère qui va changer entre les arbres, c'est le corps segmenté, c'est le caractère qui était informatif. Donc si on a cet arbre-là, le tardigrade et l'arthropode possèdent un corps segmenté. Donc le postulat, c'est que c'est une hémologie. Autrement dit, le corps segmenté est apparu chez l'ancêtre commun des tardigrades et des arthropodes, et donc il a été hérité par ces 2 espèces. Donc on va le mettre avant le nœud, avant l'ancêtre commun. Mais si on est dans un autre arbre, si par exemple on est dans cet arbre-là, ça suppose donc du coup, comme c'est une homologie, que le corps segmenté est apparu à l'ancêtre commun des tardigrades, des nématodes et de l'arthropode, mais le nématode n'a plus de corps segmenté. Donc ça veut dire que c'est apparu chez l'ancêtre commun, ma souris ici, mais que au cours de l'évolution, ça a disparu, donc on va mettre une petite croix chez les nématodes pour expliquer que ce corps segmenté n'existe plus chez les nématodes. De la même manière, si on prend cet arbre-là, eh ben, le corps segmenté est apparu à l'ancêtre commun des arthropodes, des tardigrades et des nématodes, mais a disparu, pareil, dans la branche des nématodes. Donc, on va rajouter une petite croix. Donc, la dernière chose qu'il va falloir faire, c'est choisir entre toutes ces hypothèses. Et donc, l'idée, c'est de se dire que l'évolution fonctionne par parcimonie, c'est-à-dire que on peut imaginer que comme ça a un coût évolutif, les modifications, et ben ce sont les arbres qui auront le moins de transformations évolutives qui se sont probablement vraiment réalisées, enfin ces histoires évolutives qui se sont vraiment réalisées, et donc c'est le principe de parcimonie. Donc si je regarde l'arbre numéro 1, il y a 5 pas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 événements évolutifs. Par contre, dans l'arbre numéro 2 et 3, on a 6 événements évolutifs parce qu'on a été obligé de rajouter une perte secondaire dans les nématodes si on considère que du coup les tardigrades et les arthropodes sont pas les plus proches. Donc finalement l'arbre que l'on va sélectionner, c'est cet arbre-là. Et on arrive à la même conclusion que tout à l'heure, les tardigrades et les arthropodes sont les plus proches l'un l'autre. Et le corps segmenté est apparu après la divergence avec les nématodes. Donc tous les caractères que l'on a observés, le corps segmenté, la croissance par mue, sont des caractères homologues qui ont été hérités d'un ancêtre commun. Donc voilà comment on construit les arbres. Donc il faut vraiment apprendre à faire cette méthodologie, donc c'est l'objectif du travail dirigé. Je vous laisse déjà bien mûrir ces différents concepts et vous faire une petite fiche avec les différents mots de vocabulaire que vous pouvez aussi retrouver dans le glossaire du cours. À très vite pour le travail dirigé. Si vous voulez, je vous mets les exercices sur eCampus, comme ça vous pouvez essayer de vous entraîner avec ces exercices. Merci beaucoup et à très bientôt.